Alors, bonsoir à tous. Bon, ce soir, moi, je vais parler de l'accessibilité numérique. C'est un sujet qui me porte à cœur. Je ne vais pas en dire pourquoi, les raisons tout de suite. Vous allez le comprendre un peu plus tard dans la présentation. Donc, moi, je suis UX, UI designer et chargée de marketing digital au sein de l'agence Proxiad Nord. Du coup, oups. Alors, Alors, je vais de vous quoi on présenter. parle? Du coup, on va parler, donc on va découvrir un peu qu'est-ce que l'accessibilité numérique. On va voir comment construire un site accessible, plus particulièrement avec des bonnes pratiques. On va voir un petit peu des erreurs d'accessibilité qui sont un peu récurrentes. On va voir les organisations réglementaires et les niveaux d'accessibilité. Une petite partie sur, je vais donner un petit peu des outils qui pourraient nous aider à lutter et à mettre dans nos pratiques sur l'accessibilité au numérique. Et puis pour conclure, on fera une phase de questions-réponses. Eh ben, ça fait pas mal de choses tout ça. Ben, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la suite. Donc, je vous parlais tout à l'heure d'une interaction que Laure nous avait proposée. On avait fait ça la semaine dernière également. Ça avait bien plu. Alors, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si vous rencontrez des difficultés. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous vous connectez sur l'URL qui est à gauche, kys.fr, QYS.fr. Là, on va vous demander un code d'accès. Félicitations, Laure, parce que ton code d'accès est très ISO 27001. Et directement, vous allez pouvoir participer. J'essaie de le faire en même temps que vous. Donc en gros, vous allez voir 5 questions. C'est juste pour pouvoir voir ce que vous savez sur ce sujet-là. Et pensez, je fais un petit rappel, mais pensez bien à la fin, quand vous arrivez à la 5e question, à bien cliquer suivant si vous êtes sur ordinateur ou mobile, donc suivant, et après sur valider le questionnaire. Alors, qu'est-ce que ça donne ces réponses? Ces réponses, vous êtes 80% parmi les 16% qui vous avez ont déjà entendu parler de l'accessibilité numérique, c'est ce qui est déjà pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, Tout à fait. s'être inscrit à la conférence de ce soir n'est pas en avoir déjà entendu parler. Hein. Et dans votre entourage, il y a 75% qui ont répondu qu'il n'y avait personne dans situation de handicap. Est-ce que parmi ces personnes, on pensait à des personnes qui avaient dans son entourage qui portaient des lunettes, par exemple? Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'effectivement, quelqu'un qui porte des lunettes doit être considéré comme en situation de handicap? Eh ben, on en saura un peu plus un peu plus tard dans les slides, la réponse. Ah, l'art du suspense pour maintenir Et oui, l'audience. toujours. Très, très bon. Après, Formidable. au milieu professionnel, vous avez répondu 80% aussi. C'est équitable, c'est bien. Dans le milieu professionnel, personne en situation de handicap. Donc 80% des gens qui ont répondu, du coup, côtoient quelqu'un en situation de handicap dans le milieu professionnel. Non, qui ne côtoie pas, 0%. Zéro D'accord, personne. ok. D'accord, très bien. Après, vous avez répondu qu'il y a 68% qui ont répondu qu'ils ne pratiquaient pas, ils n'avaient pas mis quoi que ce soit en place dans leur projet, peu importe lequel, au niveau une mise en pratique sur l'accessibilité numérique. Eh ben, il sera intéressant de refaire ça après Ouais, la présentation pour voilà, voir c'est vrai si qu'il ça a faudra donné des idées à il certains. faudra rechanger ça. Et après, on va voir, est-ce que quelqu'un serait tombé dans mon petit piège pour les personnes qui seront concernées sur l'accessibilité au numérique. Donc les personnes malvoyantes et non-voyantes, 100%, c'est bien. Les personnes handicap physique, que ce soit paralysie ou perte de membre, 68%, tout à fait. Une personne asymptomatique ou théanthropique, 25%.
D'accord. Donc, effectivement, bon, tout le monde considère, enfin, tous les répondants finalement considèrent que quelqu'un qui est malvoyant, c'est quelqu'un qui a une problématique d'accessibilité au numérique. Bon, ça semble assez parlant pour tout le monde. Un peu moins, du coup, 68% seulement pour les gens qui seraient amputés d'un membre ou qui ont une paralysie physique, c'est ça? C'est ça. Et Et seulement 25% des répondants qui pensent qu'effectivement, quelqu'un qui est asymptomatique ou théantropique. Alors, est-ce que c'était ça le piège, Laure, peut-être? mon piège était là, oui, effectivement. Et alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une personne qui est thérapeutique, mais en fait, c'est une personne qui est atteinte de symptômes qui se prend pour un animal. Par exemple, il adore les chats, il va se projeter, lui, en tant que personne pour un chat, et il va se faire physiquement, par exemple, mettre des implants pour faire avoir des vibrisses, se faire les ongles comme pour avoir des griffes, se faire des tatouages comme D'accord, pour ouais, avoir, voilà, quelqu'un qui se prend qui se pour un prend pour un animal, chat. effectivement. Voilà, tout Voilà. à fait. Et donc ceux-là ne sont pas Voilà. considérés effectivement comme il y a un Non, souci d'accessibilité au numérique. Dommage pour ceux qui ont répondu, mais ça aurait pu, effectivement. Pourquoi pas, ce sera peut-être un jour. Ok, très bien. voilà, C'était la dernière question, c'est ça, hein? c'est ça, tout à fait. Ouais, Maintenant, on super. va Bah, passer merci à à tous la ceux qui suite. ont joué le jeu et puis on Merci à passe à vous. la suite alors. Hop. Donc, on va aller voir qu'est-ce que l'accessibilité numérique. Donc, au sens large, c'est le fait d'offrir une accessibilité équitable pour tous au numérique, quel que soit le type d'appareil utilisé, que ce soit mobile, ordinateur, tablette, peu importe. Que ce soit aussi les logiciels utilisés, et la qualité du réseau, peu importe, tout confondu. Donc, du coup, il y a Tim Berners-Lee, qui est un inventeur du web et directeur du World Web Consortium, qui, a, au moment de la création du web, ça a été une volonté de sa part de mettre le web et tous les services à disposition pour toutes les personnes de tout horizon, peu importe, pour tous les individus, peu importe le matériel qu'ils utilisent, les logiciels, les infrastructures. Donc ça a été vraiment une volonté de sa part dès le départ. Et je donne un petit peu au niveau des chiffres. On constate que 15% de la population mondiale est reconnue comme étant en situation de handicap. Et du coup, est-ce que c'est un texte, c'est 15%, alors, on parlait tout à l'heure, le suspense c'est insoutenable sur les gens qui portent des lunettes ou pas du tout? Oui, malheureusement, je brise un petit peu mon suspense, mais oui, ça inclut des personnes qui portent des lunettes. D'accord, Mais ok. j'en dis pas plus pour le moment. Allez, je te laisse passer à la suite. Alors, du coup, voilà, là, on va pouvoir casser un peu ce suspense, je suis où. Donc, les personnes qui sont concernées en personnes en handicap, donc ce sont des personnes qui ont des problèmes visuels, que ce soit moyens ou sévères. Ça peut être aussi des daltoniens, des malvoyants ou complètement des non-voyants. Pour ces personnes-là, il faut être super vigilant. Il faut arriver que tous nos projets liés au web, on puisse faciliter la navigation grâce à des lecteurs d'écran qu'ils utilisent. Après, on a des personnes d'handicap auditif, qui soient sourds ou malentendants. Pour eux, il faut absolument, dès qu'on utilise de l'audio, il faut arriver à transcrire tout ce qui est audio en textuel. Après, nous avons des troubles au niveau du langage. C'est des personnes qui ont des difficultés à prendre un discours qui soit à l'aise, et ça devient compliqué au niveau oral. Quand ils interviennent au niveau audio,
il faut utiliser des reconnaissances vocales. Après, nous avons des personnes qui ont un handicap cognitif ou neurologique, dont, voilà, je vois pourquoi je voulais pas en parler plus tôt, j'en fais partie. Donc, dans ces personnes-là, on retrouve des personnes qui sont dyslexiques. Je suis dyslexique, c'est pour ça que c'est un sujet qui me porte à cœur. Des personnes qui ont des problèmes de concentration, des dysfonctionnements intellectuels, des personnes dyscalculies. Alors, pour toutes ces personnes, il faut surtout impérativement arriver, qu'on leur donne toute l'aide possible quand, à la consultation d'un site internet ou d'une appli, et à leur rendre aussi accessible au niveau de la navigation. Étant dyslexique, quand j'arrive sur un site internet où il y a trop d'informations et que c'est écrit trop petit, ben, on est vite perdu, on n'arrive pas à savoir où s'orienter. Du coup, on a tendance tous à utiliser la souris pour arriver à se repérer dans le contenu. Donc, c'est un gros problème et qu'il faut arriver à les aider et à nous aider. Du coup, après, il y a des personnes qui sont, ils ont un handicap physique, qui soit, qu'ils ont une mobilité réduite ou une déficience. Ces personnes-là, il faut les aider au niveau de la navigation. Il faut arriver à rendre les sites accessibles au niveau de la navigation du clavier. C'est-à-dire que quand on navigue dans un site, il faut arriver à monter et descendre avec les flèches haut et bas et rentrer dans les menus avec les flèches droite et gauche. Après, on a des personnes qui ne sont pas considérées comme un handicap au sens propre. On peut avoir aussi des personnes qui sont vieillissantes et elles peuvent entraîner plusieurs des combinaisons d'handicap. Elles peuvent avoir des problèmes de vue, elles peuvent avoir des problèmes d'audition. Donc, il faut aussi penser à ces personnes-là qui engendrent pas mal d'handicaps différents. On peut avoir aussi des problèmes au niveau, il faut aider aussi les connexions. Généralement, au niveau Bluetooth, il faut penser que quand on a une application, qu'elle puisse se connecter par Bluetooth et pas forcément avec du réseau directement. On a aussi des problèmes de réseau qu'il faut penser aussi que ce soit tous les réseaux possibles qu'on puisse se connecter. Donc voilà, toutes ces personnes-là, il faut penser à la totalité. Donc d'après vos réponses aux questions, vous vous êtes pas trompé, vous avez bien répondu. En fait, l'accessibilité, elle comprend pour tout le monde. Avec un handicap physique réel, considéré comme un handicap comme quoi on est déclaré et comme quoi aussi on n'est pas déclaré. Parce qu'une personne qui est vieillissante, elle n'est pas déclarée comme un handicap, mais elle a quand même un handicap sur le numérique. Donc, maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que les difficultés les plus fréquentes par rapport à certains handicaps. Donc, une personne qui est sourde, malentendante, son gros problème qu'elle pourrait rencontrer, c'est lorsque elle est sur une vidéo, heu et ben, c'est difficile pour elle d'entendre. Du coup, quand il y a pas de sous-titres à cette vidéo, elle peut pas comprendre ce qui se passe. Donc il faut faire attention, être vigilant à ça, à faire adapter les sous-titres. Donc la taille, la langue, la couleur, pour qu'ils puissent entendre mieux, voir mieux. Après, les personnes qui sont en situation de handicap, de troubles de la concentration ou des troubles cognitifs ou des personnes avec des maux de tête, quand on fait un site
où il y a une surcharge d'animation avec des pop-up, de la vidéo qui se lance automatiquement. C'est du son qui vient agresser. Ben, il faut éviter un peu de faire ce genre de site parce que ben, ça vient les agresser et en fait, ben, le but, c'est qu'ils restent sur le site et pas qu'ils partent. Et s'il arrive face à ça, bah, il va partir d'office. Donc le site ne sera pas intéressant pour lui. Du coup, après, on pourrait voir, ben, comme moi, les personnes qui sont atteintes de dyslexie, comme ce que je vous ai dit pour moi dans ce qui me concerne, c'est il faut éviter de faire des paragraphes de contenu très serrés, une surcharge tout petit. En fait, il faut, pour nous, il faut faire, tout aéré, pour qu'on arrive à se repérer et à déchiffrer, correctement, les mots et pas inverser, donc il faut nous faciliter la lecture et la compréhension, du contenu. Du coup, on prévoit aussi par rapport aux malvoyants. Puisque les contenus qui sont trop petits pour eux, ils pourront jamais le lire correctement. Donc il faut penser, quand on rédige du contenu sur le web, il faut, la taille de, la police, faut pas la mettre, à 8, c'est beaucoup trop petit. Du coup, il faut, ce qu'ils vont devoir zoomer et ça sera pas accessible pour eux. Donc il faut au moins, le minimum, ce serait 14. Mais tous ces exemples-là, vous pourrez, les, revoir ou les lire complètement, au sein de l'article qui a été publié donc sur le site de Proxiad. Je vous ai mis le lien en bas de la presse. Alors, j'ai raté une ou deux questions, Laure, si Oui? tu m'en veux pas. Alors, Non? on avait Jean-Pierre qui nous demandait si les 15% de personnes en situation de handicap incluaient-ils ceux qui n'ont pas d'accès à Internet, pas de réseau ou pas de terminal. Du coup, on a Heu, Ségolène qui disait que non, a priori. J'ai tendance à la rejoindre, moi. non, ça inclut pas ces personnes-là. C'est pas considéré aujourd'hui comme un handicap, effectivement. Ouais. Non. Et puis, Laurent qui demandait aussi si ça incluait le matériel spécifique. Le matériel spécifique par Alors, c'était rapport, par rapport à la slide juste au avant, je lecteur d'écran? pense. Oui. Ça inclut, oui, à l'intérieur, ça les inclut, tous ceux qui sont les lecteurs d'écran, ça les inclut. Et il y a enfin Jean-Pierre à nouveau qui nous liste visiblement des sources d'inconfort. Je ne sais pas si c'est une question. Qui nous dit les contenus sonores qui démarrent tout seuls et que parfois on devrait stopper, et les textes qui bougent de place à la faveur des inclusions dans la page de bannière publicitaire. Ah oui, je ne doute pas que ce soit des sources d'inconfort, mais par rapport à un handicap en particulier ou alors n'hésite pas Jean-Pierre à préciser un petit Préciser peu la ta question. question. Et dans l'intervalle, je vais te laisser du coup poursuivre alors. Alors du coup, on va voir un peu, les, bénéfices. Alors les bénéfices, que l'accessibilité, si on rend accessible, nos sites, bah, un gros bénéfice, ce serait, l'augmentation du taux d'audience. Vu qu'on rend le plus possible accessible à tous, ben, la fréquentation, va s'élargir et on pourra accueillir donc les personnes handicapées. On va résoudre la problème de navigation, donc ça, c'est le gros bénéfice qu'on va pouvoir avoir. Après, on va entrer dans une démarche de qualité globale. En gros, ça veut dire qu'on va rendre, nos sites, plus conviviaux. On va, les mu alors là, ça va être ma partie, au niveau, référenceur, SEO, donc référencement naturel. On va mieux les positionner sur les moteurs de recherche, puisqu'on va ça va permettre,
on va travailler sur le code, on va mettre pas mal de réductions au niveau de l'économie de la bande passante. Et du coup, ça va Alors permettre. justement, ça c'est curieux. Est-ce que finalement l'économie en bande passante est réelle ou est-ce que finalement, en ajoutant des fonctionnalités, et là c'est le profane qui parle, à un site web, est-ce qu'on n'a pas tendance à le rendre plus lourd à charger peut-être du coup et par conséquent, au contraire, plomber un peu la bande passante? Alors, c'est sûr que plus on rajoute de fonctionnalités, plus on va ralentir. Mais c'est là justement où il faut arriver à trouver un équilibre entre le tout, arriver à avoir un code, le plus, propre possible et le plus économique possible et trouver un équilibre au niveau des fonctionnalités. Est-ce que, dans la plupart des sites, il y a plein de fonctionnalités possibles. Est-ce qu'elles sont réellement utilisées ou pas? Ça, il faut à D'accord. étudier. Donc, finalement, le message, c'est de dire que c'est pas le fait de le rendre accessible qui va économiser en bande passante, mais au contraire, c'est les moyens pour le rendre Oui, accessible qui vont aussi de pair avec le fait d'économiser en bande passante. c'est ça. Ok. Et du coup, quand on va rendre un site, accessible, ben, ça va donner une bonne image, de la marque, parce que, bah, du coup, les personnes qui ne peuvent pas sur un même produit, sur un site qui est pas accessible, et sur un autre site qui serait accessible et du coup, bah, la personne, elle va pouvoir choisir, elle va pouvoir aller sur le site qui est accessible pour lui et il va être content du coup de la marque et être moins content, bah, sur l'autre marque qui a pas pu rendre le produit accessible. Donc ça permet vraiment d'améliorer l'image de marque, de toutes les, entreprises, et associations. Ok. Du coup, je vais vous présenter un peu quelques chiffres. On a déjà vu un petit peu. En France, on a, 12 000 000, de personnes, au sens large qui seraient considérées en tant que handicap. Parmi, ces 12 millions, on a 1,5 million de personnes en déficience visuelle. Donc c'est pour ça que je parlais de personnes, les personnes qui portent des lunettes, on les compte aussi. Alors, on les compte pas dans les 1,5 million, mais par contre, il faut penser que quand on construit un site, ben, il faut faire attention au niveau des couleurs, au niveau, de la typo, de rendre D'accord, ça accessible. mais du coup, si je me permets de rebondir, et à la limite, effectivement, comme on va être après short sur le temps, je Ouais. laisse les gens jeter un œil sur les stats, mais pour enrichir un peu le débat, tu parlais effectivement d'handicap visuel. Est-ce que tu distingues effectivement une myopie? À titre personnel, je suis myope, et finalement, en ce qui me concerne, à partir du moment où j'ai un dispositif correctif qui m'est prescrit, j'ai pas l'impression d'être concerné par cette accessibilité numérique, du coup, puisque avec mes lunettes, je viens compenser ce handicap et me mettre, on va dire, au niveau d'une personne valide. Est-ce que pourtant je suis compris dans ce chiffre-là ou est-ce qu'on parle d'handicap visuel effectivement lié aux couleurs, comme le daltonisme ou ce genre de choses? Non, il englobe dedans. Par contre, par exemple, dans le monde, il y a, 1 000 000 de personnes qui sont, atteintes d'un handicap. Mhm, Handicap tout confondu et parmi ces 1 000 000, il y a 17 personnes qui sont, touchées, d'une déficience, enfin 17 pardon, mhm. 17 qui sont touchés par, une déficience visuelle. D'accord, ouais, non, mais je comprends bien la distinction effectivement entre le fait que ce soit considéré comme un handicap, parce que je mets pas tout à fait, pas du tout en contradiction, et le fait que par le sujet qui nous occupe aujourd'hui, l'accessibilité numérique, encore une fois, hein, je me base sur mon exemple, étant myope, j'ai l'impression que mes lunettes, dont j'ai besoin par ailleurs hein, dans la vie, donc ce qui fait que c'est un handicap, mais une fois que je les ai, je suis peut-être moins concerné par ces problématiques d'accessibilité numérique. Mais, il y en a qui ont, par exemple, des lunettes. Ils ont pas de comme nous, on travaille tous sur des écrans en permanence, donc généralement, on a des filtres bleus sur nos verres. Il y en a qui l'ont pas et justement ça malgré leur correction, malgré, le fait de porter des lunettes, ça
pour aller sur un site qui n'est pas forcément bien traité, ça va pas leur permettre justement. D'accord, ok, ok, non, pas de souci, je vois bien la distinction. Bah, je te laisse poursuivre du coup. Peut-être sur la slide suivante, pendant qu'on avait les Ouais. chiffres. Du coup, bah, là, on va voir un peu comment construire un site accessible. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais seulement donner quelques exemples. Un peu plus tard, je vous mettrai un lien directement si vous voulez voir plus dans les détails. Sinon, je mettrai trop de temps pour ma présentation. Du Ah, coup, il y a quelqu'un qui doit nous laisser, qui nous dit, qui nous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, n'hésite pas à passer voir bonne le soirée. replay si tu veux rattraper la fin. Alors, comment on fait pour faire un site accessible? Alors, quand on utilise des images pour le rendre accessible à tous, il faut que, au sein de cette image, dans le code, on utilise un attribut alt. Donc, en gros, ça va être un texte alternatif qui va décrire cette image. Donc, c'est pareil pour les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, avec leur appareil de lecture d'écran. Ils vont rentrer dans ce code-là et il va permettre de décrire cette image dans tous les détails, dans le texte qu'on a pu l'utiliser. Il faut mettre des légendes descriptives vraiment de cette image-là. Et ça va améliorer aussi le SEO. Du coup, après, dans les choix de nos couleurs, il faut être vigilant sur les contrastes. Il ne faut pas faire trop d'utiliser des couleurs qui sont trop proches parce que du coup, du blanc sur du gris, par exemple, le gris, il va pas trop ressortir. Il faut augmenter le contraste. Donc, du blanc et du noir, le contraste est fort et le contenu sera beaucoup plus accessible. Quand on fait des tableaux qui sont très détaillés, il faut bien le structurer. Il faut bien mettre un titre à chaque colonne et à chaque ligne, bien le résumer et il faut intégrer ça dans le code aussi. Quand la plupart des sites, quand on veut bien le référencer sur les moteurs de recherche, on utilise pas mal de liens, donc qu'on appelle les backlinks. Il faut être vigilant sur ça. Par exemple, si on met faut un lien sur un mot qui ne serait pas visible, le lien serait pas, le backlink ne sera pas repéré et du coup, ça va rendre moins accessible le contenu. Après, donc, faut faire au niveau dans les éléments, il faut bien structurer la page, donc au niveau du code, au niveau de l'arborescence, au niveau de la structure, au niveau de donc dans chaque page, il faut bien utiliser un seul H1, donc c'est le titre de la page et pas en mettre plusieurs. Parce qu'au niveau des lecteurs d'écran, ils sont un peu perdus et ça ne va pas rendre accessible. Au niveau des présentations de l'information, il faut vraiment séparer tous les blocs, aérer au maximum le contenu. Dans la navigation, il faut penser aussi que des personnes en handicap physique, il faut rendre la navigation qu'il soit par souris, mais surtout par le clavier. Il y a, par exemple, si on va sur le site, peu importe, Darty, le site, il a des méga menus, tout ça. Quand on navigue, on peut, dans le site, il faut arriver qu'on navigue dans le menu avec les flèches haut, bas et droite et gauche. Et alors ça, du coup, Laure, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a des choses particulières à voir quand on fait un site web en plus pour faire ça, ou est-ce que c'est finalement juste la conception en se disant je fais simple, donc ce sera gérable avec les flèches, ou au contraire, il faut rajouter des modules spécifiques en termes de code? Non, il y a alors, je ne suis pas développeur, donc je connais pas tous les codes, mais dans la navigation, au niveau du clavier, oui, il faut rentrer des codes spécifiques pour ça. Après, je ne D'accord, peux ok, pas merci. donner tout dans le détail. Non, non, mais ok, merci, merci.
C'est comme aussi, il y a pas mal de sites qu'on renseigne des formulaires. Il faut aussi étiqueter chaque case du formulaire, bien le mettre le légender, lister les choix et pour pouvoir le rendre accessible. Par exemple, quand on demande un champ qui soit obligatoire et que l'utilisateur ne remplit pas ce champ, il faut l'indiquer comme quoi bah, il s'est trompé, qu'il a oublié de remplir ce champ-là. Et pour l'indiquer, c'est pas que simplement de le mettre au niveau visuel, de dire bah, c'est juste on encadre en rouge cette cellule-là, comme quoi bah, il y a une erreur. Il faut aussi, par exemple, rajouter un pictogramme de faire attention, cette cellule-là n'est pas remplie. Le rouge ne suffit pas. Donc voilà. Pour Alors, en gros, on a quelqu'un qui nous interpelle, Laure. Il y a Smaïl qui nous dit quand c'est simple, une bonne sémantique suffit. J'imagine par rapport à ma question précédente. j'ai pas. Tu peux répéter, Par là? rapport, j'imagine, au menu, Oui. j'imagine qu'il veut dire que quand c'est simple en termes de code et de conception, finalement, j'imagine, une bonne sémantique suffit à ce que ce soit utilisable au clavier. Euh, Peut-être grâce à un contrôle F en cherchant. Je sais pas, effectivement, mais n'hésite pas, Smiley, si tu veux préciser oui, ta préciser question. parce que là. En attendant, tu vas nous parler du coup des erreurs à pas commettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, ce qu'il faut pas faire, quand je parlais justement de Darty avec les méga menus, les personnes qui sont atteintes de dyscalculie ou qui ont des problèmes de se situer dans l'espace, sur un site internet, quand on arrive sur un méga menu, on a plein d'informations et on ne sait pas du tout où aller. C'est ça qu'il faut faire être vigilant. C'est bien arriver à mettre les informations essentielles et pas tout détailler à l'intérieur. Parce que la plupart des méga menus, l'information est tellement importante, ben, on ne va pas les chercher directement. Donc du coup, ça fait perdre, ça donne pas. En fait, l'interaction n'est pas là. Et je précise que c'est bien entendu juste un exemple, que nous n'avons absolument rien contre Darty, on les Ah oui, adore, tout à et fait. d'ailleurs, s'ils sont preneurs de quelques conseils pour améliorer leur UX, n'hésitez pas à nous contacter si quelqu'un de Darty passe par là. Du coup, deuxième erreur, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, des pages qui sont trop complexes. Par exemple, j'arrive sur une page où il y a de la vidéo, des images, de l'audio, du texte. Il y a tout qui est mélangé. On a le menu qui il se retrouve en plein milieu. C'est trop complexe. Ça perturbe et on n'est pas habitué. Donc, il faut C'était bien. effectivement Jean-Pierre qui abordait ça tout à l'heure, hein, qui disait que, voilà, que la page trop complexe, la publicité, la vidéo agressive, c'était des choses qui nuisaient, nous disait-il, à la convivialité du site. Tu voulais peut-être parler de ça quand tu parlais de convivialité tout à l'heure, Laure. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut être super vigilant. Trop que ce soit ça prend un contenu qui te prend toute la page, qui vient agresser, justement, ben, des personnes, heu malvoyantes. Un contenu qui va venir agresser, bah, ça va leur perturber et ça sera pas possible pour eux. Même en Ou soi, sans être malvoyant, hein, je veux dire, c'est ou des choses qui malvoyants. agacent, hein. Oui, Quand j'ai mon épouse qui regarde Instagram et qu'on a des sons vidéo qui pop au milieu du salon, c'est vrai que même moi qui ne ça l'utilise pas, agace. ça peut m'agacer, hein. Ou l'inverse, après, des contenus qui sont trop pauvres, où il y a juste une toute petite phrase qui est écrite en tout petit, petit, petit et avec une toute petite image, le contenu, ben, il va se perdre, bah, sur cette page-là, on va pas le voir du tout. Donc c'est ça qu'il faut faire attention aussi. Il faut trouver un Ok. équilibre entre tout. Après, ce qui peut aussi poser problème, ça va être, les paginations, trop importantes. Pour les lecteurs d'écran, par exemple, ils ne pourront pas aller accéder à ces pages-là. Donc il faut faire attention, c'est réduire au maximum, les paginations,
Finalement, c'est un ultra petit peu important. le contraire des grosses ficelles du marketing que tu nous présentes Mm, finalement. Quand on voit les pop-up gigantesques, la monétisation mm, excessive, le contenu pauvre, on a l'habitude de voir ça sur des sites effectivement qui ne nous intéressent pas forcément. Je pense à des agrégateurs de news, à des sites sur lesquels on est dévié quand on est dans sa journée de travail ou même en train de chercher du contenu en perso. Et c'est un petit peu l'inverse. Et finalement, est-ce que ça ne s'oppose pas pour exister, il faut être original, ce qu'on dit souvent dans la publicité. On a l'impression, quand on regarde tes erreurs à pas commettre, il y a beaucoup de termes qui sont associés à l'excès, la monétisation excessive, les pop-up gigantesques, le contenu pauvre, donc l'excès inverse. Est-ce que finalement, pour être accessible, il ne faut pas être dans la moyenne et peut-être un peu trop lisse? Il faut arriver à avoir une stratégie, globale pour arriver à avoir, trouver de l'originalité et en même temps rendre le site accessible. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre dans tout la conception totale. D'accord. Et on a tiens, d'ailleurs, à propos d'équilibre, on a Smile qui revient sur sa question et qui nous disait effectivement, il nous donnait une info. Les navigateurs se chargent de gérer la navigation clavier nativement quand les pages web sont simples en termes de construction et d'éléments. Plus c'est complexe, plus on doit intervenir effectivement à la main pour que ce soit accessible. Et il nous pose ensuite une question en termes de navigation de page. Quelle est la bonne pratique pour le max de pagination? Ça va dépendre aussi un peu du site. Mais par exemple, si on a un produit, sur un produit e-commerce et qu'on se retrouve avec une pagination qui dépasse, une centaine de paginations, là, c'est trop excessif. Hem, en termes d'expérience utilisateur, en général, on s'arrête, max, dans les 5-10 premières pages, pas plus. Ok, je te laisse avancer alors parce que faut qu'on avance là, Oui. sinon on va être un peu short sur le timing. Du coup, en termes de contraste aussi, généralement quand sur un site, où on met une super photo, en en-tête et le menu qui se met par-dessus, ben, comme là, vous pouvez voir, on a des difficultés un peu de différencier le menu de la photo, on ne voit pas trop. Il y a aussi le problème aussi au niveau de la police qu'on choisit, elle a une forte importance. Là, par exemple, sur cette marque-là, moi étant dyslexique, j'avais du mal, quand je l'ai vue, à comprendre quelle marque c'était, puisque le S, je le lisais pour un 5, pour un Z, le U pour un 4, donc ça correspondait pas. Donc il faut faire super attention, à la police. Et aussi, je parlais de la visibilité de l'information. Ah bah là, je pense Heu, que l'image que tu as sur la droite, effectivement, elle voilà, parle d'elle-même. elle parle Elle toute parle seule. d'elle-même. Je me souviens très bien d'ailleurs de ce site de millions de dollars homepage. Je l'ai C'était très rigolo. pas du tout. Chacun pouvait acheter au pixel, c'était aux enchères et c'était assez rigolo. Et C'est bah ça. du coup, allons-y. Alors, une fois qu'on sait maintenant ce qu'il faut pas faire, il y avait un passage effectivement sur les organisations réglementaires et les niveaux d'accessibilité. On va peut-être passer rapidement là-dessus, Laure, puisqu'il est déjà 7h15, il nous reste un Oui, petit quart d'heure et que tu avais quelques sujets à aborder encore. Donc, on peut peut-être bah, passer sur toute la rapidement. partie de la réglementation, en gros, ben, vous pourrez les voir, les slides, elles seront de passées, donc et sur l'article, s'il est déjà dessus. Donc je vais passer dessus. Voilà, En vous retrouvez ça directement sur notre site Proxiad. Le lien, il est en bas de la slide, donc il y a pas de souci, vous pouvez le trouver facilement. Du coup, je veux juste parler au niveau de la réglementation au niveau de la France. Je vous donne les 2 liens, pour toute la réglementation du référentiel, vous pouvez le retrouver directement et toutes les listes des critères et des tests à effectuer sur le site. Je vous ai mis les 2 liens, vous pouvez aller voir directement, vous aurez tout le contenu, intégral, facile. Du Eh bien, coup, super. voilà. Merci. Je Et vais alors, vous bien sûr, vous donner retrouvez également les slides dans le replay ou sinon, vous n'hésitez pas à nous écrire. S'il vous faut absolument le support, on saura faire. alors, je vais vous présenter, rapidement un peu, quelques outils qui pourraient, permettre, aider à la construction d'un site.
Donc, tous les développeurs connaissent, donc c'est l'inspecteur du code, qui va leur permettre de vérifier un peu votre code et voir où il y a des erreurs. Il y a l'extension aussi Web Developer Toolbar pour Chrome, qui va permettre d'inspecter aussi le code. Il y a un site et qui fait une extension qui va permettre de faciliter les repères visuels. Donc, c'est l'extension Wenban. Il permet vraiment, en installant cette extension, il va mettre de suite, vous dire là où il faut retravailler. Après, pour valider votre code, vous avez aussi le site Validator W3.org. Donc là, il va vous dire directement ce qui est valide ou pas. Pour vérifier le contraste des couleurs, donc je vous propose, donc il y a aussi l'extension ou l'application add-on de Mozilla. Donc il va directement vous dire les contrastes, si c'est bon ou pas, si c'est accessible pour tous ou pas. Pour vérifier l'arborescence des documents et la hiérarchisation des titres, il y a une extension WebStore. Quand on l'utilise, elle va de suite détecter tous la hiérarchisation, les H1, les H2, et vous dire, par exemple, si dans la page que vous avez venez d'effectuer le test, par exemple, s'il y a deux H2 ou deux H1, sur les deux H1, il n'en faut qu'un. Donc, il va vous dire, il y en a deux et il faut rectifier cette erreur-là. Voilà, j'en ai fini dans mes outils. Allô? Alors, est-ce qu'on a des questions? T'inquiète pas, alors on est là. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a Mehdi qui nous dit les testeurs aussi connaissent. On a quelqu'un qui te remercie. Alors, Aprin, je ne sais pas, je suis désolé si je corche ton nom. Mehdi qui te félicite à nouveau. Ah bah c'est Aude, c'est ça. Mehdi qui te félicite, qui te remercie pour la présentation. Merci Mehdi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez, si certains veulent échanger directement avec Laure. Smile qui met un petit smiley qui applaudit. Merci Smile. Merci Anthony qui te remercie également. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Oui. Alors, on t'entend, mais qui es-tu? Alors moi, c'est Noémie. Enchanté Noémie, bienvenue. Merci déjà pour la présentation. Et en question, au niveau des outils, alors j'arrive pas à trouver le mot que je veux, mais je voulais savoir s'il existait un outil qui permette de pas se simuler, mais de faire comme si on avait un lecteur, comme si on utilisait un lecteur d'écran ou un outil propre justement aux personnes avec un handicap pour vraiment se rendre compte de la manière dont ça fonctionne pour eux. Alors, ma connaissance dans ces outils-là, à l'heure actuelle, je ne vais pas te dire une bêtise, je sais qu'il en existe, mais je n'ai pas le nom il y a instant T, mais si tu me laisses, je vais pouvoir te répondre, t'enverrai la réponse. Ouais, le mieux, Noémie, n'hésite pas à me parler en privé là dans le chat à Proxiat Group, là tout en haut, l'autre. Tu me laisses ton email et on se fera un plaisir de t'apporter la réponse d'ici quelques temps là. Je ne sais pas si je peux intervenir. Vous m'entendez? Ah, oui. C'est Smile qui nous parle, je crois. Oui, je peux vous répondre. Je travaille justement sur l'accessibilité en ce moment. Et sur Mac, il y a VoiceOver qui permet de réagir à la souris ou au clavier. Ça dépend où on est et il lit le contenu des pages. Donc, je travaille avec ça quand il faut justement faire une recette ou voir des développements qui sont ISO accessibilité.
Et sur Windows, sur Chrome, on peut installer un plugin qui s'appelle… je vais regarder tout de suite. Je l'ai installé en plus il n'y a pas longtemps. Alors, plugin extension, il s'appelle Chromevox Classic Extension. Et pareil, ça permet de lire du SCAS sur la page web. Ok, Super. merci beaucoup. N'hésite pas. Merci. Merci Smaïl, tu ne serais pas déjà salarié chez nous, je dirais qu'il faudrait qu'on t'embauche. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que c'est bon, Aude, du coup, qui nous dit que c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que parfois, le moins est aussi synonyme du mieux. Certaines sociétés devraient revoir leur site ou leurs applis. Eh bien, déjà, merci Laure, encore une fois. C'était la deuxième. J'espère que ça s'est tout aussi bien passé que pour toi que pour nous. Oui, tout à fait. Et merci à toutes et tous d'avoir été là. On voit certains ou certaines qui sont fidèles semaine après semaine, d'autres nouveaux qui nous découvrent. Merci d'être venus. N'hésitez pas à repasser. On revient lundi prochain avec un nouveau sujet. En général, on vous annonce vers le mercredi sur notre page LinkedIn. N'hésitez pas à rester à l'affût. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux pour être tenu au courant des prochains contenus qui seront publiés, que ce soit des conférences ou des articles. Merci encore là et puis bonne soirée à tous.